Bonjour à tous. Je laisse Tristan présenter le format de l'interview. Donc, bonjour Monsieur Buressi et merci d'avoir accepté notre invitation. Paul et moi, on mènera l'interview, mais on sollicitera tout au long de l'entretien les questions du chat Twitch. Donc, dans un premier temps, on s'intéressera à votre parti et à cette idée, puis on se penchera plus spécifiquement sur votre politique écologique à l'échelle européenne, et enfin, on tentera de poser l'ensemble des questions du public sur tous les sujets qui touchent à votre politique. Pour commencer, monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et votre parti? Oui, alors donc moi je suis enseignant en Seine-Saint-Denis. Quelques questions par rapport à, vous avez évoqué le communisme révolutionnaire, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour que nos auditeurs comprennent ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. En fait, le fond de nos convictions, c'est que donc cette société capitaliste, elle est elle est incapable de répondre aux problèmes qui sont de plus en plus pressants pour la société. Notamment, vous avez dit que ce sera un peu le cœur de l'interview, si j'ai bien compris, sur les questions environnementales, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous préoccupent, hein, la crise sociale, les guerres, etc. Et effectivement, j'ai commencé en disant que nous, on était une organisation révolutionnaire dans le sens, et ça aura un impact aussi quand on discutera de la campagne, mais où nous, en fait, notre conviction, c'est que en fait, cette société, elle a absolument rien de démocratique. Et que toutes les institutions, même qu'on a dans nos pays, c'est qu'un vernis qui, en réalité, recouvre la dictature du capital, des monopoles, des grandes entreprises, etc. Et donc, pour nous, c'est ça qu'il faut faire sauter. Et ça pourra venir, à mon sens, et c'est ce qu'on défend, que d'une explosion de colère, de révolte qui viendra de la base de la société. Personne ne viendra résoudre par en haut toutes ces questions-là. Mais qu'est-ce que vous entendez au juste par révolution? Nous, c'est réellement comme on l'entend en général, hein, c'est-à-dire que moi, je pense qu'en réalité, il y a un affrontement qui est inévitable au bout du compte entre les exploités, tous ceux qui subissent au bout du compte ce régime, ce système, et puis ceux qui le défendent. Et je pense en premier lieu à toutes les institutions, les États, les gouvernements, les armées, les polices qui sont à leur service, bon, et qui défendent pour moi cette société d'oppression. Et en fait, donc quelle forme ça prendrait exactement, si c'est le sens de la question, je pense que ça, c'est difficile de l'écrire d'avance. Mais on a quand même des références, la Commune de Paris, la Révolution russe, voilà, où en fait par en bas, moi je dis les exploités, les travailleurs, enfin vous voyez, tous ceux qui normalement n'ont jamais voix au chapitre justement dans les politiques qui sont menées et dans les décisions qui sont prises à l'échelle de la société, ce droit ils le prennent en s'organisant et en se donnant les moyens de défendre leur point de vue et en exerçant le pouvoir. Mais si la révolution vient du peuple, pourquoi avoir besoin d'un parti pour l'effectuer? Alors, la révolution, moi je pense qu'elle pourra venir que des travailleurs et tous les exploités. Par contre, nous, le parti qu'on cherche à construire, euh, c'est, comment dire, en fait, cette révolution, je pense que elle se fera pas non plus, je disais, sans un affrontement, ça veut dire aussi sans que les classes dominantes, elles se défendent. Et le parti qu'on veut construire, le problème, c'est pas de faire la révolution à la place des gens. C'est par contre, nous, on a vocation quelque part à être, on aimerait que se crée, parce que nous, on ne l'est pas, malheureusement, on est trop petit pour ça, mais qu'il existe un parti qui, qui exprime les intérêts des classes exploitées, vous voyez, pas qui agissent à leur place, mais qui formule, qui exprime et qui propage le point de vue des travailleurs et des exploités du monde entier d'ailleurs, et pas seulement en France. Je profite de cet intermède pour vous informer que j'ai admis votre collègue Adrien Denis. Bonjour Adrien, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci de l'invitation. Désolé pour... Est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et votre parcours au sein de Lutte ouvrière?
Euh, je m'appelle Adrien Denis, je suis militant de lutte ouvrière depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et je milite sur une ville qui s'appelle Dreux, voilà, dans le Grand Ouest parisien, Sud-Ouest. Parfait, merci beaucoup. Euh, une question qui nous est venue aussi en préparant cette interview, c'est on a vu que même en lice pour les européennes, il y avait deux autres partis qui se revendiquent un peu aussi du communisme, le nouveau parti anticapitaliste et le Parti communiste français. Qu'est-ce qui vous distingue particulièrement par rapport à ces deux autres partis? Pour celui qui est évidemment le plus apte à répondre ou qui souhaite répondre d'abord. Ouais, je pense qu'on est tous les deux aptes à répondre. Moi, je veux bien commencer, mais parce que le temps que Adrien s'installe. Mais en fait, bah, vous avez cité deux partis qui sont assez différents quand même, hein. Le Parti communiste français, c'est un parti qui, à l'origine, s'est créé dans la foulée de la Révolution russe, sur les bases du communisme, etc., mais qui, à mon sens, aujourd'hui, ne défend plus du tout ces idées-là. Je ne vais pas spécialement développer là-dessus parce que je crois pas que ce soit. Enfin bon, c'est pas pour eux. Mais bon, eux, ils se présentent comme n'importe quel parti, moi je dis réformiste, intégré dans le système bourgeois, c'est-à-dire que, bon, ben, en prétendant que si eux, ils ont des élus, s'ils sont portés à telle ou telle responsabilité dans l'appareil d'État ou au niveau européen, eh ben, ils pourraient mieux faire les choses. Bon, et ça, c'est pas du tout notre point de vue. Le NPA, lui, aurait un point de vue qui se rapproche plus d'une autre. Et ben, si on est deux à défendre des choses communes, tant mieux. Mais euh, en réalité, vous voyez, moi, je là-dessus parce que pour moi, enfin, ça, c'est quand même un aspect sur la campagne. C'est que nous, on se présente, ça je le dis parce que je pense que pour nos auditeurs, c'est pas forcément évident à concevoir. Pourquoi des révolutionnaires se présentent aux élections? Puisque moi, je suis convaincu que ça ne change absolument rien à la situation ni à l'avenir. Bah parce que on veut donner la possibilité aux gens qui sont d'accord avec nous de l'exprimer. On veut pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et de ce point de vue-là, moi, je ne fais pas trop de calculs. Vous savez, on sait très bien que nos scores, ils seront tout petits, etc. Mais bon, peu importe. Vous voyez, parce qu'en réalité, on ne joue pas dans la même cour que les partis de gouvernement, etc. Bien, merci. Et une autre question peut-être à Monsieur Denis, puisque comme ça on pourrait alterner. En dehors de la révolution dont vous parlez justement, y a-t-il d'autres combats qui tiennent à cœur du parti? Oui, bien sûr. Comment dire cela dit, enfin, la révolution, en réalité, c'est pas simplement un mot d'ordre, c'est comment dire, c'est la clé en fait du changement de société auquel on aspire. Et quelque part, il y a tout un tas de gens qui sont sensibles à telle ou telle injustice, telle ou telle absurdité de la société dans laquelle on vit, qui se rendent bien compte que y a plein de choses qui fonctionnent pas ou qui sont inquiets de l'avenir, mais qui se sentent impuissants face à tout ça. Et ben, la défense des idées communistes, la défense du rôle de la classe ouvrière, nous on tient aussi à ça là par rapport aux autres partis que vous citiez. Nous on s'affirme dans le camp des travailleurs et on tient à dire que le camp des travailleurs c'est pas simplement le problème au travail et face au salaire, mais que c'est le problème face à l'avenir et face à toutes les questions qui se posent à l'humanité. Et, euh, et oui, on tient à construire un parti des travailleurs qui se pose de l'ensemble de ces problèmes-là, qui interviennent sur l'ensemble de ces questions-là, euh, au niveau où elles se posent, hein, c'est-à-dire au niveau de la planète et au niveau de l'avenir de toute l'humanité. Enfin voilà, là comme ça, je vais pas faire une liste ou un catalogue, mais je pense en particulier, par exemple, à la problématique de la marche à la guerre, de la militarisation de toutes nos sociétés, à la hausse des tensions internationales, aux questions de problématiques environnementales, voilà, enfin, etc., etc. Hein, on pourrait allonger la liste à l'infini. Merci pour ces éléments. Je suis sûr qu'on reviendra potentiellement dessus au cours de l'interview. Mais d'abord, une question un peu par rapport à l'historique du communisme qui pourrait faire peur. On a vu avec notamment en Europe le bloc communiste par le passé qu'on étudie d'ailleurs en terminale. Comment est-ce que votre parti entendrait
ne pas retomber dans de telles dérives en fait? Qu'est-ce qui... Moi, ça paraît une question peut-être évidente pour vous, mais pour l'extérieur, qu'est-ce qui nous empêche de retomber là-dedans? Bah, enfin, bon, déjà, pour faire un tout petit point d'histoire, justement, notre courant, notre existence, elle se justifie avant tout par la défense justement des idées communistes et des idées communistes propres, j'ai envie de dire. Enfin, notre courant, il est né dans la lutte contre le stalinisme. Pour nous, les dictatures, la dictature de Staline ou de la Chine, ça n'a rien à voir avec le communisme, ça n'a rien à voir avec les idées des révolutionnaires russes qui ont fait la révolution en 1917. Ça n'a rien à voir avec les idées qui ont été portées par des millions de gens. Voilà, on tient à bien faire la différence et à incarner ce courant-là. Merci. Moi, je veux bien juste là-dessus. Donc déjà, je rigolais par rapport au chat et pas par rapport à la question, hein, qui est tout à fait légitime. Non, en fait, pour continuer dans le même sens, simplement, je voulais dire, parce que vous disiez quand même, qu'est-ce qui garantit que... Non, moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est que la seule garantie, c'est que la révolution, elle soit faite par les travailleurs eux-mêmes. La garantie, elle se trouve pas dans un programme qu'on aurait écrit à l'avance et qui serait parfait ou je sais pas quoi. C'est que en fait, il faut que en Russie, ça s'est passé différemment pour plein de raisons. Et bon voilà. Mais la réalité, c'est quand même que moi, je pense que une révolution qui serait menée par les travailleurs à l'échelle internationale, c'est un des aspects aussi qu'on pourra peut-être développer, mais nous, on est internationaliste, on ne se considère pas comme un parti français. On a aspiration à construire un courant à l'échelle mondiale. Mais voilà, on a la conviction que cette révolution, si elle est contrôlée et faite par les travailleurs, par les exploités eux-mêmes, alors là, on peut vraiment rebâtir la société sur d'autres bases. Mais voilà, c'est pas nous qui avons, vous voyez, la garantie absolue, la baguette magique. Donc, vous dites que vous êtes internationaliste. À l'échelle européenne, généralement, on distingue deux positions principales. Le fédéralisme, où l'UE serait un grand État fédéral et chaque pays un État fédéré, et le souverainisme, qui est plutôt le système actuel de l'Union européenne. Quelle est votre vision pour l'Europe? Tu veux. Je vais commencer à... en fait, enfin, moi je crois que c'est l'Europe, c'est pas ça. Enfin, comment dire, c'est un peu comme les États en fait, hein, en réalité. Hein. C'est une construction pour les intérêts des capitalistes, qui est très très loin d'être un État, ce qui est d'ailleurs un de ses problèmes et une de ses faiblesses. Et cette double possibilité, enfin finalement, elle n'en est pas une en réalité, parce que en réalité, pour les travailleurs, ni l'État ni l'Europe, ça représente une garantie de quoi que ce soit. Voilà. Enfin, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de dire en fait. Pardon. Si vous aviez le choix, ce serait plutôt quelle position serait la vôtre? Moi, je pense que, enfin, pour le dire un peu de manière caricaturale, c'est que les frontières, c'est dépassé. Aujourd'hui, le moindre de nos produits, il a fait 15 fois le tour de la planète, il a plus voyagé que vous et moi depuis le début de notre vie. Enfin, voilà, les frontières aujourd'hui, c'est surtout des obstacles à la circulation des personnes et c'est surtout des choses qui servent, enfin, quelque part à... C'est des obstacles à l'organisation humaine. C'est des précarés qui sont dessinés, qui permettent à des États de contrôler, à des capitalistes de s'appuyer sur les États pour défendre leurs intérêts. Et voilà, on n'en est plus à là, en fait. La société, elle dépasse ses frontières, elle étouffe même dans ses frontières. Aujourd'hui, on aurait la capacité, face aux problèmes qui se posent à l'humanité, de raisonner à l'échelle de la planète. Et les grands enjeux de société, ils se posent à l'échelle de la planète. C'est profondément réactionnaire de penser chacun dans son petit coin
alors qu'on subit tous les mêmes problèmes et les mêmes crises globales. Et c'est bien au-delà de l'Europe. Enfin, voilà, c'est bien l'Europe quelque part, c'est une petite partie de tout ça en fait. Donc, reste-t-il des questions à poser à ce sujet, Paul? Oui, je pense que pour réagir à ce que vous avez dit, vous parlez de l'envie d'international. Clairement, l'idée de Dieu, selon vous, est à rejeter. Mais donc, comment avoir une gouvernance mondiale d'une certaine manière? Parce que quand même, je pense qu'il faut avoir une certaine forme de gouvernance, sinon on tombe dans l'anarchie. En tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à penser ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais on voit que l'ONU, à nouveau, a du mal à imposer une forme de gouvernance et c'est ce qui se rapprocherait plus d'un contrôle mondial. Qu'est-ce que vous verriez alors à la place de ces institutions pour celui, peut-être pour Yvan qui encore. Ouais, je veux bien. En fait, bah, vous avez cité l'ONU et je trouve que c'est intéressant. C'est parce qu'effectivement, c'est le même problème que soulevait Adrien par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des institutions qui ont des prétentions supranationales, tout ce qu'on veut, bon, voilà, mais qui restent profondément ancrées dans le capitalisme. Donc l'ONU, ça n'est pas une institution qui représente le droit et l'égalité de tous les peuples. En réalité, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou de l'ONU, etc., c'est toujours le droit du plus fort qui prévaut dans cette société. Et donc, là, nous, quand on dit que, effectivement, quelque part, moi, je suis complètement d'accord sur cette idée que vraiment les frontières, comme on les conçoit là aujourd'hui, sont quelque chose qu'il faudra dépasser. Et justement, je pense que ça pourra venir que d'en bas. C'est-à-dire que quelque part, euh, nous, on a une formule qu'on utilise un peu dans cette campagne, en tout cas pour ceux qui, voilà, qu'on essaie de mettre en avant, qui est l'idée que nous, si on veut une Europe unie, on veut les États-Unis socialistes d'Europe. C'est-à-dire une Europe qui serait unie, débarrassée du capitalisme. Et ça veut dire quelle forme de gouvernance, etc. Bah, c'est un peu la même réponse que je vous ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire celle que les travailleurs voudront se donner, mais, mais par en bas. Et débarrasser, encore une fois, de la mainmise du capital, des banques, des grands groupes industriels, etc., qui se contrefichent des lois et des réglementations et surtout des aspirations des travailleurs, évidemment, qu'elles soient françaises, européennes ou mondiales. Et bon, voilà. Et nous, dans cette construction-là, bah, effectivement, on ne se donne pas de limite. Et bah oui, une organisation à l'échelle planétaire, bien sûr, des exploités, au bout du compte, ça serait ce qu'on viserait, mais même à l'échelle de l'Union européenne, voilà, quelque part, moi je pense que une des seules choses progressistes probablement qu'il y a eu dans l'Union européenne depuis le début, c'est l'espace Schengen. Et bah, c'est justement ce qui détricote au fur et à mesure que la crise elle s'approfondit. La frontière entre la France et l'Italie, elle est plus ouverte, hein, c'est pas vrai. Elle est fermée à tous les migrants, à tous les bon voilà. Mais donc la seule chose qui était vraiment positive, bah, d'une certaine manière, c'est précisément ce qu'ils sont en train de saboter. Mais voilà, nous notre idée d'unification, c'est celle-là. C'est par en bas et débarrasser de la mainmise de ces exploiteurs. Parfait, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons passer à la deuxième partie de notre interview où on va faire des questions flash qui seront orchestrées par Tristan, que je laisse donc reprendre la parole. Ou pas. Tristan, J'arrive, petit contretemps. technique. D'accord, pardon. Petit contretemps technique, en effet. C'est bon. Donc, nous allons maintenant entamer la partie écologique de l'interview avec un format qu'on a appelé question flash. Le principe est simple. Nous allons vous poser une série de questions auxquelles vous devrez répondre le plus succinctement possible en une ou deux phrases. Donc, je propose que vous alterniez peut-être en commençant par l'un de vous, puis chacun votre tour. Donc, l'idée est que vous nous fassiez part de vos opinions clairement pour que nous puissions ensuite les approfondir. Et voilà, j'encourage le live Twitch qui est présent à bien écouter si vous avez des questions à poser. Donc, peut-être qu'on devrait décider dès maintenant qui veut commencer. Si l'un de vous veut se désigner. Allez, je vais commencer. Très bien. Donc, je vais poser la première question.
La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Oui, mais par la... Pardon, petit problème technique. Oui, mais par la politique de la population. Pas par les politiciens, mais par la politique des travailleurs, si on remet en cause le fonctionnement de la société. Voilà. Sans remettre en cause le fonctionnement de la société capitaliste, ça sera vain. D'accord, très bien. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Je suppose que le problème de l'énergie, ça sera évidemment une question clé des prochaines années, des prochaines décennies. Et je trouve que c'est là qu'on voit que la dictature, justement, cette dictature du capital, elle est particulièrement visible. Parce qu'en réalité, c'est eux et personne d'autre qui décident à quel rythme et comment et dans quel sens va se faire cette fameuse transition énergétique et toujours à leur profit. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Comment dire, sans doute le plus vite possible. On en voit déjà tous les effets catastrophiques. Maintenant, si on parle d'écologie, en réalité, il y a bien d'autres activités humaines qui ont des impacts sur la biodiversité, sur les pollutions, sur les déchets nucléaires, donc à très long terme. Et en réalité, ce qu'il faut, enfin, moi, je pense que toutes ces problématiques-là, en fait, il faut y répondre du point de vue de l'intérêt de la population. Et ça, et ceux qui portent l'intérêt de la population, y compris des générations futures, c'est les travailleurs. C'est les pauvres, c'est les gens. La décroissance est-elle envisageable? Non, moi je pense vraiment pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille regarder. Bien sûr, il y a un gâchis qui est considérable dans cette société, beaucoup de choses qui seraient à remettre en question, beaucoup de choses qu'il faudrait arrêter de produire. Je pense que l'industrie du luxe disparaîtrait dans une société organisée rationnellement. Maintenant, euh, je pense que c'est justement nos capacités techniques actuelles qui nous permettent d'envisager l'avenir si on les met sous contrôle, sous un contrôle collectif, rationnel, démocratique, qui nous permettent d'envisager un avenir meilleur pour l'humanité. Pour réussir la transition écologique, faut-il contraindre les libertés individuelles? Non, les libertés, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est surtout la dictature, ce qu'ils vont dénoncer tout à l'heure, la dictature des grands trusts. C'est pas la liberté individuelle qui organise les libertés individuelles ou les comportements individuels qui ont façonné la société. C'est la propriété privée des moyens de production. C'est le fait qu'il y ait 4 trusts de l'énergie qui décident des ressources énergétiques pour les transports. Voilà, c'est à cette liberté ou plutôt à cette dictature-là qu'il faut qu'on s'attaque et qu'il faut remettre en cause. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? Non, je pense pas. L'Union européenne, bon, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, elle est, comme les États nationaux, une institution qui est complètement dans la main du capital. Je pense qu'elle sera un levier pour rien du tout, ni au niveau écologique, ni pour le reste. L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? J'ai envie de répondre oui, parce qu'effectivement, l'Union européenne, elle a été faite avant tout pour créer un marché commun, pour dépasser le problème du fractionnement des pays en tout petits marchés, avec chacun leur monnaie, chacun leurs règles commerciales, etc. En même temps, j'ai pas non plus complètement envie de répondre oui, parce que l'Union européenne, elle est aussi dénoncée un peu comme un bouc émissaire, et elle n'a pas la main, en fait, ni sur l'écologie, ni sur l'économie. C'est pas les institutions européennes, c'est pas les lobbyistes, même s'ils sont très nombreux, c'est pas les parlementaires européens qui décident, en fait. Voilà.
Une question plus actuelle, faut-il changer la politique agricole commune? Bon, cette politique agricole commune, elle a depuis le départ été taillée pour les plus gros dans le domaine agroalimentaire. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut la changer parce que ça reviendrait à dire que on pourrait la changer en mieux, etc. Bon, je pense que en fait, le problème des agriculteurs et de l'agriculture, c'est celui de la société tout entière. C'est d'être pris en étau, voilà, entre effectivement comment dire, des grands groupes et de l'agroalimentaire et de la grande distribution et agro-industrielle, etc., qui ne laissent absolument aucune porte de sortie aux petits. Bon, et la politique agricole commune, elle a accompagné cette évolution-là. Bon, mais c'est dans la logique, encore une fois, de toute cette société capitaliste. Merci. Et dernière question, peut-être que vous pourriez y répondre tous les deux. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous? Je commence. Toutes, enfin, je sais pas, non. Comment dire? Il n'y en a pas un en particulier vis-à-vis de l'écologie qui serait prioritaire? Vous pensez à quoi? À rien, justement, on me pose la question. Non, moi je pense pas que, enfin, ce que je disais tout à l'heure dans ma réponse précédente, je pense pas que ça soit l'Union européenne qui décide grand-chose là-dessus. Vous savez, que ça soit, enfin, je sais pas, mais les mesures les plus spectaculaires et les plus célèbres sur que je pense au transport, je pense au marché de l'énergie, enfin, quelque part, c'est des ententes entre les grands groupes capitalistes. C'est pas l'Union européenne. Elle fait que mettre un label sur ces décisions-là, en fait. Moi, si je dois répondre aussi, enfin, je suis complètement d'accord. Par contre, je peux dire, parmi certains éléments qui me révoltent le plus, et dans un des éléments qui me révolte le plus, c'est justement derrière les grands discours, l'absence totale de contrôle sur tous ces grands groupes. Parce que la réalité, c'est que, vous voyez, je repensais sur l'agriculture. Il y a eu tout le mouvement des agriculteurs ces derniers mois, etc. Et on a beaucoup parlé des normes et tout ça. Mais la réalité, c'est que pour les gros, tout est taillé sur mesure pour eux. Et les glyphosates, bon, bah, s'ils veulent pas, on les interdit, ou les néonicotinoïdes, si on, s'ils veulent pas, on les interdit pas. Le chlordécone aux Antilles, ils veulent une dérogation, on leur fait une dérogation. Enfin, bon, vous voyez, c'est-à-dire que, et ça, moi, je trouve que c'est un des aspects les plus choquants. Alors, je suis complètement d'accord avec le fait que je ne parlerai pas en termes de changer quoi que ce soit, parce que je n'ai aucune aspiration à changer la politique d'institutions dont je pense que de toute façon, elles sont taillées pour faire ce qu'elles font, c'est-à-dire favoriser le capital, mais je peux dire que ça, c'est un des aspects qui, moi, m'écœure profondément dans tout ce qu'il faut. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et je regarde en même temps les questions du chat. Et je pense que par rapport à cette réponse, on nous écrit, faut-il taxer les plus gros pollueurs? Qu'en pensez-vous? Je continue. N'importe. Bah, pour commencer à répondre, pourquoi les taxer? Enfin, non, il faut leur reprendre le pouvoir de polluer. Il faut décider de quelles émissions je sais pas, de dioxyde de carbone on s'autorise. La taxation, c'est une manière d'accepter, et puis c'est une manière de leur laisser en fait la liberté de polluer, justement. D'accord, merci. Mm. Est-ce que Bon. vous avez quelque chose à ajouter, Yvan? Non, c'est ça, moi, tout à fait. Parfait. Eh bien, je ne sais pas si Tristan, il y a des questions du public dans la salle, mais sinon, je me permets de continuer. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez les frontières étaient plus d'actualité, bien avant en fait les questions flash d'ailleurs, mais ça m'avait fait penser que dans un monde où les migrations climatiques vont être plus importantes,
vous voyez, est-ce que les frontières ne deviennent pas justement à nouveau d'actualité ou est-ce qu'il faut envisager une toute nouvelle solution pour lutter contre cette crise qui, en tout cas, enfin, est déjà inévitable, mais on ne connaît pas encore trop l'échelle et ça sera déterminé par ce qu'on fait ensuite. Et qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Bon, moi, je veux bien commencer là, du coup. Non, c'est sur ces questions de migration, moi, je à dire que vraiment, on va, dans cette campagne, dénoncer très, très fortement, voilà, tout ce qui, vous savez, la formule classique, l'Europe forteresse, euh, justement parce que elle règle pas les problèmes des migrations. Ils font la guerre aux migrants. Donc en renforçant que ce soit Frontex à l'extérieur, les frontières intérieures. Bon, je pense évidemment, même si c'est un petit peu à côté sur l'action de l'Union européenne, mais enfin, pour ceux qui n'auraient pas vu toute la démarche du Royaume-Uni pour déporter des demandeurs d'asile au Rwanda, etc. Bon, tout ça, donc ça participe de politiques que je trouve profondément écœurantes, parce qu'en réalité, justement, tout ce qui pousse des millions de personnes à fuir à des milliers de kilomètres de chez elles, ils sont incapables de régler quoi que ce soit. Et en fait, même c'est eux les responsables. Quand je dis eux, pour être plus précis, les responsables, les dirigeants de nos pays et de nos grandes entreprises, etc. Et nous, face à ça, ils voudraient que notre réponse, ça soit de se barricader. Nous, on n'acceptera pas ça, ça c'est sûr. La solution, alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une des raisons, enfin, un des sujets sur lesquels on peut dire que la solution, elle peut être que dans un changement profond à l'échelle de la planète. Et en attendant, eh ben oui, la liberté de circulation, parce qu'il n'y a aucune raison comment dire, que les capitaux, les marchandises, etc., puissent aller n'importe où et que des gens en chair et en os, on les laisse crever dans la mer. Ça, c'est sûr. D'autant que nous, on va insister sur quelque chose dans la campagne. On parlait de travailleurs, etc. Justement, nous, de ce point de vue-là, on a un point de vue où, pour nous, les migrants, c'est pas juste des personnes, comment dire, qu'il faut secourir ou je sais pas quoi. On a l'habitude de dire nos frères de classe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui, en réalité, les travailleurs, la classe ouvrière, les classes populaires des pays, en particulier des pays impérialistes, ex-coloniaux, etc., comme la France, elle est constituée de tous ces gens qui sont venus de partout. Donc de ce point de vue-là, même y compris justement face aux crises climatiques et tout ça, ben, nous, on continuera à défendre l'idée que c'est sûrement pas aux gens encore une fois, qui prennent la décision dure de fuir comme ça, parfois à des centaines, des milliers de kilomètres de chez eux, de en plus subir les politiques de nos dirigeants. Sinon, tout à l'heure, Monsieur Denis, vous disiez que si une politique avait une autorité sur la question écologique, c'était celle du peuple. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Une politique du peuple, c'est une politique où le peuple gouverne directement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, bah c'est comment dire, quelque part, enfin, le début de notre discussion portait sur le communisme, où Yvan, je crois, essayait d'expliquer que le communisme, il y avait, enfin, comment dire, euh, que face au stalinisme, il n'y avait pas de garantie, et que la garantie, c'était que ça soit une organisation qui repose sur le pouvoir de la population, une organisation démocratique, profondément démocratique, et à commencer par la démocratie sur ce qui organise la société, la vie matérielle, la vie économique de la population. Eh ben, le pouvoir du peuple, ça serait le vrai pouvoir du peuple, ça serait déjà de commencer par ça, par commencer à décider de ce dont on a besoin, de ce qu'on produit, de comment la manière dont on le produit, à quel coût environnemental, dans quelles conditions, et pour répondre à quels besoins. Merci. Une autre question qui me vient en tête en voyant vos réponses, vous disiez qu'il ne fallait pas contraindre les libertés individuelles pour réussir la transition écologique. Cependant, vous prônez une révolution. Et est-ce qu'une révolution n'implique pas de contraindre à un moment ou à un autre les libertés individuelles des citoyens? Si, une révolution, ça implique de contraindre la liberté, la liberté d'exploiter. Ça implique de contraindre, de refuser la liberté, effectivement,
d'écraser les autres, de faire passer son profit personnel avant l'intérêt de la collectivité, etc. Mais qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que ça, il y a une minuscule fraction de la population aujourd'hui qui tire vraiment son épingle du jeu. Vous comprenez, et d'ailleurs, même des organisations qui ne sont pas du tout révolutionnaires, spécialement comme tout un tas d'associations qui s'intéressent aux inégalités, à l'évolution des inégalités, bon, elles peuvent vous faire rapport sur l'évolution des inégalités, sur la concentration toujours plus grande des richesses entre quelques mains, et donc du pouvoir. Bon. Donc une révolution, oui, bon, vous savez, pour mettre les pieds dans le plat, Marx, il utilisait le terme de dictature du prolétariat, et nous, cette expression-là, elle ne nous fait pas peur. Parce que moi, je suis pour que la majorité de la population, et en premier lieu les plus exploités, bon voilà, bah, effectivement, fassent leurs lois. Et ça veut dire, bon, et tout ce qu'Adrien décrit. Et bien sûr que, oui, ça veut dire des grosses restrictions à la liberté des actionnaires de Bernard Arnault, de la famille Peugeot, etc., etc. Par contre, ce qu'il expliquait, et à ce avec quoi je suis d'accord, c'est que nous, on ne va pas marcher dans cette idée que pour l'écologie, il faudrait absolument contraindre les libertés individuelles de tout le monde parce que tout le monde est un peu responsable, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est en réalité, la plupart des gens, bon, ils consomment ce qu'ils peuvent bien se permettre d'acheter. Ils prennent leur voiture bah, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, etc., etc. Et donc tout le problème, c'est si on prend le thème des transports, bah, de développer les mécanismes qui permettront de sortir du tout voiture, bon, etc., etc. Enfin, la liste, elle pourrait continuer, mais non, je ne pense pas que ce soit un problème de coercition de la population. Je pense que c'est un problème de coercition vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui profitent de systèmes qui écrasent les travailleurs et la nature. Ça, oui. Et pour rebondir sur ça, justement, il y a une question dans le chat qui nous demande si il faut, pour résoudre la crise écologique, une dictature du prolétariat, comme disait Karl Marx. Ben oui. Oui, c'est ce qu'on essaie de développer, oui. C'est que hors le prolétariat, je vois pas en fait qui pourra remettre en cause en fait le pouvoir de cette petite fraction là de capitalistes qui organise la société et qui en tire profit. Comprenez là, même aujourd'hui, après un siècle d'industrialisation, alors même que tout le monde, enfin, les scientifiques, ils ont fait leur boulot, hein, ça fait un bout de temps, y compris les experts, je pense aux experts de Total qui, il y a plus de 50 ans, dénonçaient déjà les conséquences sur le climat des activités, des énergies fossiles. Enfin, voilà, les scientifiques, ils ont alerté des problèmes, ils ont posé le diagnostic. Aujourd'hui, les effets, on les voit, on les sent, on les ressent. Même les décisions à la sauce capitaliste, elles nous entraînent vers un nouveau mur, en fait. C'est l'exploitation. Aujourd'hui, vous savez, la transition énergétique, là, ce qu'on nous vend, c'est pas les grands projets, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, le passage au gaz plutôt qu'au pétrole. C'est pas des solutions. Enfin, c'est et en dehors du prolétariat, en dehors de la classe ouvrière, bah, il faudra que la transition énergétique elle profite aux capitalistes. Et ça sera pas la transition énergétique, ça sera la continuation des profits et la continuation de la crise climatique et de toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que vous dites, désolé, Monsieur Burry, si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Justement, pour rebondir à ce que vous avez dit, Monsieur Denis, vous savez qu'il y a un projet de Green Deal actuellement porté par certains partis dans l'Union européenne. Donc, est-ce que vous pensez que ces mesures sont insuffisantes ou même, enfin, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est même complètement à décrédibiliser? Enfin, quelle est votre position par rapport à ce plan qui paraît toutefois assez ambitieux pour nombre de personnes? Ben, non, en fait, toutes ces mesures-là, donc effectivement, il y a le Green Deal européen, il y a, j'ai plus les noms en tête, mais enfin, il y a des mesures équivalentes aux États-Unis, même avec beaucoup plus d'argent sur la table, je pense. Enfin, c'est, vous voyez, pour moi, typiquement, alors là, en fait, c'est la nouvelle couverture
qu'ont trouvé les États et l'Union européenne et ça pour financer les capitalistes. C'est-à-dire que maintenant, en 2000, moi j'ai commencé, j'ai commencé un petit peu avant, mais je me suis engagé grosso modo dans la période de la crise de 2007-2008, où il y avait la grande crise des banques. Et alors là, du jour au lendemain, il a fallu allonger des centaines de milliards pour sauver les grandes banques. Parce que, et donc, les pouvoirs publics, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc., ont renfloué le système bancaire financier mondial à coût de milliers de milliards comme ça. Ok, bon. Et là, aujourd'hui, donc, ils font plus ça. Et ils se justifient par c'est le financement vert, etc., etc. Je pense que c'est totalement bidon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question que ce soit assez ou pas assez, etc. C'est que c'est de l'argent qui va aller droit dans les poches de grands groupes industriels et financiers qui sont pas les solutions, mais qui sont à l'origine du problème, pour lesquels qu'ensuite ils vont investir ou pas en réalité comme bon leur semble. Moi, j'ai en tête, parce que je pense à des camarades, on en a un certain nombre qui travaillent dans l'automobile, dans des usines automobiles, où on leur rabâche depuis plusieurs années maintenant la transition à la voiture électrique, etc., etc. Et où eux, même vu de l'intérieur, ils voient pertinemment que c'est pipeau. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, ils touchent des milliards pour ça, mais en réalité, ces voitures, non seulement elles sont tellement chères qu'elles sont actuellement en train de s'entasser sur les parkings des grands ports des Pays-Bas et de Belgique parce que les gens ne peuvent pas les acheter, les infrastructures sont pas là, personne n'a la moindre idée des conséquences que va avoir l'exploitation accélérée du lithium, etc., etc. Enfin bon, et tout est comme ça. Et donc, en fait, on envoie des centaines de milliards sur ces grands groupes et je pense que ça n'a rien à voir avec la transition écologique qu'il faudrait, ça n'a rien à voir avec les mesures qu'il faudrait prendre, ça a tout à voir avec le fait que ces grands groupes, eh ben, ils sont dans une concurrence qui est de plus en plus féroce, et du coup, il faut que les pouvoirs publics allongent le pognon, sous tous les prétextes possibles, quoi. Donc, non, nous, on a vraiment pas grand espoir du côté de ces annonces-là. Donc, pour Monsieur Denis qui n'était pas là, j'avais posé la question de savoir si vous recommandiez une indépendance énergétique, par exemple vis-à-vis du gaz russe ou pour l'uranium des pays africains. Je te laisse répondre. On ne vous entend pas, Monsieur Burezi, vous n'avez peut-être pas activé votre micro. Non. Petit problème technique. C'est bon? Très bien. D'accord. On m'entend? Oui. Ouais, d'accord. Donc, oui, non, mais moi, j'avais commencé à dire que moi, je pense que, en fait, c'est à la fois bidon dans le sens où l'économie aujourd'hui, elle est mondiale, voilà, qu'on le veuille ou non. Donc, en fait, rechercher ces histoires de souveraineté, etc., c'est systématiquement bidon. En fait, c'est la souveraineté des capitalistes. C'est ça qu'ils recherchent, c'est-à-dire la possibilité pour leurs grands groupes, leurs industriels de faire des affaires, etc. Et par contre, moi, ce que je vois de dangereux, c'est que ça nous met dans une logique d'affrontement. C'est-à-dire que là, on a quand même toute une musique où on nous explique, d'ailleurs, c'était les propos de Macron il n'y a pas si longtemps, hein, que bon, bah, l'Europe, ça serait comme une sorte de forteresse assiégée, un îlot de démocratie qu'il faudrait défendre face au reste du monde, qui sont des autocraties, des ceci, des cela. Bon. Et ça, moi, je n'adhère pas du tout à ce récit-là, parce qu'en fait, je pense que c'est comment dire, c'est mensonger, c'est mensonger. C'est-à-dire qu'en fait, les pays riches de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, sont des pays qui, depuis le début de leur histoire, se sont développés en pillant le reste du monde, en s'appropriant les ressources, les territoires, directement, indirectement, etc. Et maintenant, ils prétendent faire la leçon au monde entier. Bon, donc non, nous, on ne joue pas à ça. Et je pense que pour les travailleurs, pour les classes populaires, c'est important de se mettre en tête que il y aura aucune frontière, aucune souveraineté qui tient face aux crises que le capitalisme il engendre. C'est la seule question qui vaille, c'est qui est-ce qui décide? Est-ce que c'est les riches, les milliardaires, les grands patrons, etc. Ou est-ce que c'est nous? Et ça, moi, je pense que ces histoires de souveraineté européenne, même quand on parle du domaine de l'énergie, de l'écologie, etc., c'est quand même une manière de nous mettre en ordre de marche pour des affrontements futurs qui ne seront pas les nôtres. Parce que je m'éloigne un petit peu, mais je ne sais pas si on l'abordera ou pas à un moment donné, la question de l'Ukraine
et de la position de l'Union européenne dans tout ça, etc., bah nous, on ne fait pas du tout partie de ceux qui pensons que il y a d'un côté comment dire, l'autocratie de Poutine, etc., les méchants, et puis de l'autre côté, l'Union européenne, les États-Unis, qui représentent le camp de la liberté et de la démocratie. L'Ukraine aujourd'hui, c'est un terrain d'affrontement entre grandes puissances, la Russie d'un côté, les impérialistes occidentaux de l'autre. Voilà, et tout le peuple ukrainien en paye le prix, mais c'est sûrement pas, comment dire, un affrontement pour la liberté et la démocratie pour le peuple ukrainien, pour prendre qu'un exemple. Merci. Donc, si Paul, tu n'as pas de questions à ajouter, Si justement, par rapport à la question de l'énergie, encore une fois, je m'appuie sur le chat Twitch qui nous posait une question tout à l'heure quand on faisait les questions rapides. C'est par rapport au nucléaire, et je pensais rebondir sur vos propos. Est-ce que selon vous, enfin, vous avez évoqué le changement, souveraineté capitaliste, mais est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on verrait comme solution énergétique dans un monde post-révolution? Est-ce qu'on arrêterait le nucléaire ou est-ce que vous avez aussi dit qu'il fallait arrêter les énergies fossiles, donc que faire? Bah, enfin, on va pas jouer aux spécialistes des énergies. En revanche, enfin voilà, vous parliez de souveraineté nationale, etc. Ils vont un peu développer sur l'escroquerie que ça a représenté et puis la logique derrière tout ça. Nous, en tout cas, on pense que la question elle se posera du point de vue d'une souveraineté populaire. Ça sera aux populations de décider en connaissance de cause des énergies auxquelles on recourt. Manifestement, les énergies fossiles elles posent d'immenses problèmes et à court terme. Les énergies nucléaires, d'autres problèmes à plus long terme. Je pense qu'il n'y a pas forcément de solution miracle, mais en tout cas, il faudra le décider en connaissance de cause et du point de vue des intérêts de l'humanité présente et future. Voilà. Vous parlez justement souvent d'internationalisme et tout à l'heure des Européens développés par rapport à certaines parties du monde. Justement, une question qui vient, c'est que depuis les années 90, en Union européenne, l'impact carbone a diminué de 27%, mais c'est aussi beaucoup parce que l'Union européenne est un lieu où les pays sont développés. De l'autre côté, il y a quand même beaucoup de pays qui sont en voie de développement, comme le Brésil, où ces pays sont prêts à mettre en péril l'environnement pour pouvoir utiliser les ressources. On peut penser par exemple à la déforestation, etc. Et comment faire justement pour leur demander d'arrêter et pour avoir une meilleure politique environnementale à l'échelle internationale en conciliant les pays développés et les pays en voie de développement. Moi, là-dessus, en fait, je pense que c'est vraiment une totale hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait, les pays dits développés ont exporté leurs activités polluantes ou délocalisées, ou je sais pas comment il faut dire. Les pays européens sont évidemment très contents d'avoir des pays sous-traitants pour toutes ces activités-là. Et quand ils essayent du coup derrière de se faire passer pour les champions de l'économie verte, etc., moi ça me révolte profondément. D'autant que les activités polluantes, effectivement, dans les pays plus pauvres, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, voilà, elles sont très clairement, comment dire, bien souvent orchestrées. Même si c'est par des sous-traitants, etc., des fournisseurs ou quoi, mais elles sont orchestrées par les grands groupes qui sont chez nous. Donc, moi, de ce point de vue-là, j'ai rien à demander. Et ensuite, que les classes dirigeantes, les riches des pays pauvres, ils trouvent leur compte, bah, c'est logique. Bien sûr, dans tous les pays, il y a une classe bourgeoise, capitaliste, même à différents niveaux, mais qui tire son profit de l'exploitation des ressources, etc. Mais oui, moi je pense que c'est l'ensemble qu'il faut remettre en cause. C'est sûrement pas se poser comme les pays riches vertueux qui doivent faire pression ou demander, que ce soit par la diplomatie, je sais pas quoi, autour. Parce que en réalité, c'est pas du tout ça la réalité.
Bon, enfin, c'est pas du tout comme ça que l'économie fonctionne aujourd'hui. Donc moi, je pense que effectivement, remettre en cause, quand on disait internationaliste, bah oui, c'est qu'y compris de ce point de vue-là, remettre en cause la dictature du capital à l'échelle de la planète entière, c'est la seule manière d'y voir clair et de savoir exactement qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'on peut continuer, même sur les questions de l'énergie, bah voilà, comment on se débrouille. Je suis d'accord avec te dire Adrien qu'il y a bien des gens beaucoup plus qualifiés que nous pour ça. Moi, en fait, je pense que surtout, j'écouterai les scientifiques, bon, mais qui puissent vraiment faire leur travail. Là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, et tout le monde le sait. Bon, donc il y a une hypocrisie générale là-dessus, notamment voilà, vis-à-vis des pays donc, dits en développement et ça. Et moi, je pense que c'est l'ensemble de toute cette chaîne de production qui est aux mains des capitalistes et qu'il faut arracher pour pouvoir l'organiser en fonction de l'intérêt collectif, de l'intérêt à la fois des populations brésiliennes, africaines, chinoises, etc., et de l'ensemble de la planète. Merci. Vas-y, Paul, si tu as une question. Juste, vous parlez souvent du côté international, mais aussi d'un autre côté d'une forme enfin, de gouvernance très directe où le peuple est au centre de toutes les décisions. Mais cette grande échelle n'est-elle pas incompatible avec une forme de décision si directe? Alors certes, par exemple à Athènes, on avait une démocratie directe, mais parce que c'était une très petite échelle. Aujourd'hui, est-ce que nos régimes ne se sont pas adaptés pour être à plus grande échelle et comment est-ce qu'on envisagerait un processus décisionnel international ou même à plus grande échelle que la France, par exemple? Je peux te laisser finir, Adrien, parce qu'en fait, moi, je suis désolé, hein, en fait, je suis un peu coincé, donc je vais probablement devoir vous laisser. Voilà, mais je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller pour la fin de cette interview. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Burissi. Voilà, bah merci à vous pour votre invitation. Et puis, bah bon, bonne fin d'interview et je la regarderai ensuite avec plaisir pour savoir quelle bêtise on a dit de notre point de vue. Pour rappel, c'est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast en podcast et vous pourrez les écouter si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. La parole est donc. Donc, je réponds à la question. Oui. Non, d'un certain point de vue, c'est même, moi je pense que c'est la société, l'organisation sociale qui est en retard en fait. Quelque part, l'économie, elle est déjà mondiale. On a des gouvernements qui, des fois, prétendent gouverner des confettis, des territoires tout petits, et en même temps, une économie qui fonctionne déjà à l'échelle de toute la planète, ne serait-ce que pour l'énergie, pour les transports. Y compris le gouvernement français, voilà, c'est un petit réduit en Europe. Le territoire français, en revanche, il y a ces grandes multinationales françaises qui organisent déjà leur activité à l'échelle de la planète. Je pense à Total, je pense y compris à des activités industrielles, Airbus, les constructeurs automobiles, que ce soit Stellantis ou que ce soit Renault, enfin, ils sont déjà largement internationaux en fait. Donc, ils ont créé les bases en fait d'une organisation à l'échelle de la planète. Non, on a les outils aujourd'hui pour organiser tout un tas de choses à l'échelle de la planète, pour communiquer d'un bout à l'autre de la planète. Aujourd'hui, les frontières de langue, c'est plus des frontières. Les problèmes de déplacement, de transport de l'information, ça ne sont plus non plus. Après, voilà, tout ne va pas se décider à l'échelle de la planète non plus. Il y a des choses qui peuvent se dessiner très très localement et pour lesquelles, oui, la démocratie la plus directe sera possible. D'autres où il faudra effectivement inventer des nouvelles manières d'organiser la société et à très très grande échelle. Merci. J'ai une question aussi qui concerne plutôt le type de politique écologique qu'on devrait adopter dans l'Union européenne. Récemment, le Danemark a annoncé le lancement d'un projet de captage et de stockage du CO2 sous la mer Baltique. C'est un projet qui stockera temporairement le CO2, mais qui n'aura que pour effet
d'une certaine manière, de cacher la poussière sous le tapis sans répondre réellement aux vrais problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il faut temporiser les effets du changement climatique pour ensuite trouver plus facilement des solutions ou y répondre directement et le plus rapidement possible? Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Nous, on prétend pas donner des leçons aux scientifiques. Les scientifiques du GIEC, ils pointent l'urgence climatique depuis longtemps. Aujourd'hui, ils pointent même les effets de la hausse des températures. Donc non, je pense que l'action est urgente aujourd'hui. Donc et je pense, enfin, comment dire, face à l'impuissance et face au pessimisme que parfois on peut ressentir à voir les choses se dégrader, etc. Moi, je suis quand même très optimiste dans l'idée que les travailleurs, quand la population, justement, elle exercera son contrôle et sa direction sur ces affaires-là, elle se posera les questions au niveau qui se pose et on pourra pas mettre la poussière sous le tapis, on pourra pas différer les décisions et je pense que la préoccupation écologique, elle est déjà largement diffuse en fait dans la population, dans la société. Je pense en particulier chez les plus jeunes, mais pas que. Enfin, il y a plein de gens qui se posent ces problèmes-là. Simplement, aujourd'hui, ils font face tout de suite à leur impuissance. Le jour où où on remettra en cause l'organisation capitalisée de la société, où on prendra les rênes de la société en main, bien sûr, ça sera dans nos priorités. On cherchera les solutions les plus efficaces, les plus rapides, les plus rationnelles possibles. Je suis convaincu de ça, en tout cas. Vous parliez juste d'écouter les scientifiques. Aujourd'hui, il y a une problématique autour de la science qui est le lobbyisme, selon nous, qui exerce, enfin, qui tourne les chiffres, ou en tout cas finance des études potentiellement frauduleuses. Euh, Mhm. quel est votre avis sur cette question? À quel point est-ce que le lobbyisme est présent, selon vous, dans notre société, dans notre mode de vie? Enfin, à quel point, dans le détail, je ne sais pas. Maintenant, voilà, comme tout le monde, j'ai lu les différents reportages, notamment sur les lobbies à- auprès de l'Union européenne, puisque là, ils sont déclarés et ils ont un peu pignon sur rue, donc on voit un petit peu cet aspect-là. Bon, mais comment dire, c'est un des symptômes finalement du pouvoir de ces grands groupes. C'est y compris sur l'opinion, y compris sur la manière de présenter les choses. Ça change rien à la réalité, ça change rien aux études sérieuses qui sont faites. Simplement, ça permet d'allumer des contre-feux, de faire des diversions. Voilà. Je pense pas que ça soit la racine du problème. Je pense que ça fait partie de l'emballage. Très bien. Peut-être une dernière question, parce que là, on va arriver à l'échéance de l'interview, je pense. Euh, euh, En ce moment, on voit l'apparition de nouvelles technologies et par exemple de l'intelligence artificielle générative qui pose des problèmes importants du point de vue environnemental. Les estimations disent par exemple que si la croissance énergétique liée à ces intelligences et à leur fonctionnement continue comme ça, les États-Unis devraient par exemple rouvrir leurs centrales à charbon pour suppléer les besoins énergétiques. Est-ce que vous pensez qu'il faille impérativement mener des politiques pour freiner le développement de ces technologies? Voilà. D'abord, freiner. Enfin, non, je suis pas pour freiner le développement des connaissances, le développement des techniques, des Oui, technologies. je voulais dire le développement notamment des infrastructures et de l'utilisation accessible à tous, par exemple. Bah, comment dire? Enfin, aujourd'hui, vous voyez bien que les intelligences artificielles, elles commencent à être intégrées dans tout un tas d'applications. Et en réalité, ceux qui en décident pour l'instant, ça sera les GAFAM.
C'est Google, donc la décision pour l'instant elle nous échappe. Après voilà, si on avait la capacité de décider, ben on pourrait se poser les questions de est-ce que c'est pertinent, dans quel domaine, et dans quel domaine ça ne l'est pas, et dans quel domaine c'est une gabegie. Mais pour l'instant, on décide de rien. Donc le pointer, c'est un peu une manière de détourner le problème, de faire croire que c'est les nouvelles technologies, que c'est le progrès scientifique qui pose problème, là où non. Moi, je pense que la question, c'est de fond, c'est quand même ce qu'on en fait. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait potentiellement pas évoquées et que vous voulez mettre en avant? Ou attendez, excusez-moi, je vois une question du chat, donc je me permets de vous la poser avant de vous laisser la parole plus librement. Euh, on nous demande, l'entente entre tous les pays et tous les peuples du monde doit-elle être permise grâce à la démilitarisation des pays? Une question qui semble assez judicieuse au vu des conflits assez nombreux en ce moment. Ben, l'entente entre tous les pays, ça non, au contraire, en fait, c'est les pays et leurs gouvernements qui, vous savez, les guerres, elles sont issues de ces tensions internationales. Hein. C'est pas des oppositions millénaires entre des peuples. C'est pas vrai. Là aujourd'hui, les tensions, elles sont alimentées par la guerre économique, par les tensions internationales entre les régimes, entre les gouvernements. Donc non, l'entente entre les pays, ça j'y crois pas du tout. La démilitarisation, c'est d'un point de vue humaniste, bien sûr, ça serait un progrès. Enfin, c'est quelque chose à quoi on peut aspirer. Mais en même temps, ça a un côté tendre leurs relations. Le président Macron a fait tout un tas de déclarations, et puis Biden et d'autres aussi, appelant au réarmement, appelant à la croissance de l'effort budgétaire pour les armées. Donc non, la démilitarisation, elle n'est pas à l'ordre du jour, bien au contraire. La démilitarisation et un monde harmonieux, en paix, ça sera possible. Ça sera possible en renversant ces gouvernements irresponsables, en renversant les fauteurs de guerre. Mais est-ce que justement, voilà, vous dites que les États aujourd'hui, qui sont évidemment, on sait que la géopolitique a une place très importante dans notre vie et dans les conséquences internationales, mais est-ce qu'on n'a pas toujours fait la guerre d'une certaine manière? Est-ce que même à l'état de nature, comme diraient certains philosophes, l'homme n'était pas justement en guerre contre tous? En quoi est-ce que, j'imagine vous évoquez le monde pacifique potentiellement de la post-révolution, en quoi est-ce que ça différerait à ce moment-là d'un État jusqu'à jusqu'à maintenant, quoi. Puisqu'on a toujours été en guerre, si on regarde l'histoire, on a toujours eu des guerres différentes, même avant l'institution des États modernes, d'une certaine manière. Oui, il y a eu tout un tas de guerres. En même temps, l'état de guerre, il a jamais été permanent. Et parler de guerre comme ça, de manière un peu générale, c'est un peu escamoter ce qui leur donne naissance. Je pense que les guerres contemporaines, si on pense à la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, si on pense aux guerres mondiales, elles ont quand même des racines très différentes des affrontements guerriers du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Là, le point commun, c'est quand même qu'elles ont été décidées par des puissances. Alors, c'est pas la même chose quand c'est des États qui entendent contrôler toute une partie du monde, etc., ou quand c'est des familles de la noblesse qui se disputent l'extension de leur fief. Mais quand même, c'est des choses assez différentes. Les guerres modernes, c'est des guerres quand même, fondamentalement, c'est vraiment des guerres impérialistes. C'est des guerres dans un monde qui est dominé par une poignée de très très grandes puissances. Très bien. Eh bien, je pense qu'on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'était très intéressant et enrichissant. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait juste
pour voir si vous pensez qu'on a manqué un sujet ou vous voulez encore vous exprimer particulièrement sur un point qui vous tient à cœur. Donc, on vous laisse cette petite tribune libre avant de clôturer le stream et de vous dire au revoir. Alors, j'ai rien préparé, donc non, je vais pas trop développer, mais bon, merci de l'invitation déjà pour commencer. Et ma petite tribune libre, ça serait quand même de comment dire, de défendre les idées communistes, parce que c'est vraiment des idées enthousiasmantes. Là, on les a un tout petit peu effleurées, on en a évoqué quelques aspects, mais on peut pas se résigner au monde tel qu'on le pressent, tel qu'on nous l'annonce pour les années et les décennies à venir. Et je pense que l'humanité est capable d'autre chose. Elle a les moyens, elle a des ressorts dans les mains aujourd'hui sans commune mesure avec ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, face à la catastrophe climatique, les guerres, il y a un côté quand même complètement absurde et complètement barbare aujourd'hui à envoyer des jeunes de 20 ans aller s'entretuer dans des tranchées comme ce qu'on voit en Ukraine, ou de voir deux populations qui pourraient vivre sur un même territoire comme en Israël et Palestine se perdre dans des bains de sang dont on voit pas l'issue. Et voilà, enfin moi, mon espoir, c'est quand même dans des soulèvements populaires, dans des réactions des populations pour dessiner un autre avenir que celui-là. Voilà. Et je trouve que c'est une perspective qui est très enthousiasmante et qui ouvre sur le monde. Voilà, le repli sur soi, la crainte et les œillères, ça mène nulle part. Bien. Ça me paraît être un bon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview. Elle sera évidemment, je le rappelle, diffusée sur YouTube, la retransmission de cette visioconférence avec les questions du chat, mais aussi sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify, selon la plateforme que vous préférez. Donc, si jamais ça vous intéresse, les auditeurs, mais vous aussi, d'aller la revoir, vous pouvez la faire sans modération. Et sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour les gens présents dans le chat, la prochaine interview sera mardi prochain, non, mardi de la semaine prochaine, et ce sera avec France Écologie. Très bien. Voilà. Au revoir, monsieur, et merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.